Chapitre 5. Le collier de la reine. 2 ou 3 fois par an, à l'occasion de solennités importantes comme les bals de l'ambassade d'Autriche ou les soirées de Lady Billingstone, la comtesse de Dreux-Soubise mettait sur ses blanches épaules le collier de la reine. C'était bien le fameux collier, le collier légendaire que Baumer et Bassange, joailliers de la couronne, destinaient à la Barry, que le cardinal de Rohan-Soubise crut offrir à Marie-Antoinette, reine de France, mais que l'aventurière Jeanne Valois, comtesse de la Motte, dépeça un soir de février 1785 avec l'aide de son mari et de leur complice Rétaux de Villette. Pour dire vrai, la monture seule était authentique. Rétaux de Villette l'avait conservée, tandis que le sieur de la Motte et sa femme dispersaient aux 4 vents les pierres brutalement desserties, les admirables pierres si soigneusement choisies par Baumer. Plus tard, en Italie, il la vendit à Gaston de Dreux-Soubise, neveu et héritier du cardinal, sauvé par lui de la ruine lors de la retentissante banqueroute de Rohan-Guéméné, qui, en souvenir de son oncle, racheta les quelques diamants qui restaient en la possession du bijoutier anglais Jefferies, les compléta avec d'autres de valeur beaucoup moindre, mais de même dimension, et parvint à reconstituer le merveilleux collier en esclavage, tel qu'il était sorti des mains de Baumer et Bassange. De ce bijou historique, pendant près d'un siècle, les Dreux-Soubise s'enorgueillirent. Bien que diverses circonstances eussent notablement diminué leur fortune, ils aimèrent mieux réduire leur train de maison que d'aliéner la royale et précieuse relique. En particulier, le comte actuel y tenait comme on tient à la demeure de ses pères. Par prudence, il avait loué un coffre au Crédit Lyonnais pour l'y déposer. Il allait l'y chercher lui-même l'après-midi du jour où sa femme voulait s'en parer, et l'y reportait lui-même le lendemain. Ce soir-là, à la réception du palais de Castille, l'aventure remonte au début du siècle, la comtesse eut un véritable succès et le roi Christian, en l'honneur de qui la fête était donnée, remarqua sa beauté magnifique. Les pierreries ruisselaient autour du cou gracieux. Les 1000 facettes des diamants brillaient et scintillaient comme des flammes à la clarté des lumières. Nul autre qu'elle, semblait-il, n'eût pu porter avec tant d'aisance et de noblesse le fardeau d'une telle parure. Ce fut un double triomphe, que le comte de Dreux goûta profondément et dont il s'applaudit quand ils furent rentrés dans la chambre de leur vieil hôtel du faubourg Saint-Germain. Il était fier de sa femme et tout autant peut-être du bijou qui illustrait sa maison depuis 4 générations. Et sa femme en tirait une vanité un peu puérile, mais qui était bien la marque de son caractère altier. Non sans regret, elle détacha le collier de ses épaules et le tendit à son mari, qui l'examina avec admiration, comme s'il ne le connaissait point. Puis, l'ayant remis dans son écrin de cuir rouge aux armes du cardinal, il passa dans un cabinet voisin, sorte d'alcôve plutôt, que l'on avait complètement isolé de la chambre et dont l'unique entrée se trouvait au pied de leur lit. Comme les autres fois, il le dissimula sous une planche assez élevée, parmi des cartons à chapeau et des piles de linge. Il referma la porte et se dévêtit. Au matin, il se leva vers 9 heures avec l'intention d'aller, avant le déjeuner, jusqu'au Crédit Lyonnais. Il s'habilla, but une tasse de café et descendit aux écuries. Là, il donna des ordres, un des chevaux l'inquiétait. Il le fit marcher et trotter devant lui dans la cour, puis il retourna près de sa femme. Elle n'avait point quitté la chambre et se coiffait, aidée de sa bonne. Elle lui dit « Vous sortez ?»« Oui, pour cette course. »« Ah, en effet, c'est plus prudent. » Il pénétra dans le cabinet, mais au bout de quelques secondes, il demanda, sans le moindre étonnement d'ailleurs, « Vous l'avez pris, chère amie ?» Elle répliqua, « Comment ? Mais non, je n'ai rien pris. »« Vous l'avez dérangé ?»« Pas du tout, je n'ai même pas ouvert cette porte. » Il apparut, décomposé, et il balbutia, la voix à peine intelligible, « Vous n'avez pas ? Ce n'est pas vous ? Alors ?» Elle accourut, et ils cherchèrent fiévreusement, jetant les cartons à terre, démolissant les piles de linge. Et le comte répétait « Inutile, tout ce que nous faisons est inutile, c'est ici, là, sur cette planche que je l'ai mis. »« Vous avez pu vous tromper, c'est ici, là, sur cette planche, pas sur une autre. » Ils allumèrent une bougie, car la pièce était assez obscure, et ils enlevèrent tout le linge et tous les objets qui l'encombraient. Quand il n'y eut plus rien dans le cabinet, ils durent s'avouer avec désespoir que le fameux collier, le collier en esclavage de la reine, avait disparu.
De nature résolue, la comtesse, sans perdre de temps en vaines lamentations, fit prévenir le commissaire, M. Valorbe, dont ils avaient déjà eu l'occasion d'apprécier l'esprit sagace et la clairvoyance. On le mit au courant par le détail, et tout de suite il demanda « Êtes-vous sûr, monsieur le comte, que personne n'a pu traverser la nuit votre chambre ?»« Absolument sûr, j'ai le sommeil très léger. Mieux encore, la porte de cette chambre était fermée au verrou. J'ai dû le tirer ce matin quand ma femme a sonné la bonne. » « Et il n'existe pas d'autres passages qui permettent de s'introduire dans le cabinet ?»« Aucun. »« Pas de fenêtre ?»« Si, mais elle est condamnée. » Je désirerais m'en rendre compte. On alluma des bougies, et aussitôt M. Valorbe fit remarquer que la fenêtre n'était condamnée qu'à mi-hauteur, par un bahut, lequel en outre ne touchait pas exactement aux croisées. « Il y touche suffisamment, répliqua M. Dreux, pour qu'il soit impossible de le déplacer sans faire beaucoup de bruit. Et sur quoi donne cette fenêtre ? Sur une courette intérieure. Et vous avez encore un étage au-dessus de celui-là ? 2, mais au niveau de celui des domestiques, la courette est protégée par une grille à petites mailles. C'est pourquoi nous avons si peu de jour. D'ailleurs, quand on eut écarté le bahut, on constata que la fenêtre était close, ce qui n'aurait pas été si quelqu'un avait pénétré du dehors. À moins, observa le comte, que ce quelqu'un ne soit sorti par notre chambre. Auquel cas, vous n'auriez pas trouvé le verrou de la chambre poussé. Le commissaire réfléchit un instant, puis se tournant vers la comtesse. « Savait-on dans votre entourage, madame, que vous deviez porter ce collier hier soir ?»« Certes, je ne m'en suis pas cachée, mais personne ne savait que nous l'enfermerions dans ce cabinet. »« Personne ? » ?»« Personne, à moins que... » »« Je vous en prie, madame, précisez. C'est là un point des plus importants. » Elle dit à son mari. « Je songeais à Henriette. »« Henriette ? Elle ignore ce détail comme les autres. »« En es-tu certain ? » ?»« Quelle est cette dame ?» interrogea M. Valorbe. « Une amie de couvent qui s'est fâchée avec sa famille pour épouser une sorte d'ouvrier. À la mort de son mari, je l'ai recueillie avec son fils, je leur ai meublé un appartement dans cet hôtel. » Et elle ajouta avec embarras. « Elle me rend quelques services, elle est très adroite de ses mains. »« À quel étage habite-t-elle ?»« Au nôtre, pas loin du reste, à l'extrémité de ce couloir. Et même, j'y pense, la fenêtre de sa cuisine ouvre sur cette courette, n'est-ce pas ? Oui, juste en face de la nôtre. » Un léger silence suivit cette déclaration, puis M. Valorbe demanda qu'on le conduisît auprès d'Henriette. Ils la trouvèrent en train de coudre, tandis que son fils, Raoul, un bambin de 6 à 7 ans, lisait à ses côtés. Assez étonné de voir le misérable appartement qu'on avait meublé pour elle, et qui se composait au total d'une pièce sans cheminée, d'un réduit servant de cuisine, le commissaire la questionna. Elle parut bouleversée en apprenant le vol commis. La veille au soir, elle avait elle-même habillé la comtesse et fixé le collier autour de son cou. « Seigneur Dieu !» s'écria-t-elle, « qui m'aurait jamais dit ?»« Et vous n'avez aucune idée ? Pas le moindre doute ? Il est possible que le coupable ait passé par votre chambre. » Elle rit de bon cœur, sans même imaginer qu'on pouvait l'effleurer d'un soupçon. « Mais je ne l'ai pas quittée, ma chambre. Je ne sors jamais, moi. Et puis, vous n'avez donc pas vu ?» Elle ouvrit la fenêtre du réduit. « Tenez, il y a bien 3 mètres jusqu'au rebord opposé. »« Qui vous a dit que nous envisagions l'hypothèse d'un vol effectué par là ?»« Mais le collier n'était-il pas dans le cabinet ?»« Comment le savez-vous ?»« Dame, j'ai toujours su qu'on l'y mettait la nuit. On en a parlé devant moi. » Sa figure, encore jeune, mais que les chagrins avaient flétrie, marquait une grande douceur et de la résignation. Cependant, elle eut soudain, dans le silence, une expression d'angoisse, comme si un danger l'eût menacée. Elle attira son fils contre elle. L'enfant lui prit la main, l'embrassa tendrement. « Je ne suppose pas, dit M. Dreux au commissaire quand ils furent seuls, je ne suppose pas que vous la soupçonniez. Je réponds d'elle, c'est l'honnêteté même. » « Oh, je suis tout à fait de votre avis, » affirma M. Valorbe. « C'est tout au plus si j'avais pensé à une complicité inconsciente. Mais je reconnais que cette explication doit être abandonnée, d'autant qu'elle ne résout nullement le problème auquel nous nous heurtons. » Le commissaire ne poussa pas plus avant cette enquête que le juge d'instruction reprit, compléta les jours suivants. On interrogea les domestiques, on vérifia l'état du verrou, on fit des expériences sur la fermeture et l'ouverture de la fenêtre du cabinet, on explora la courette de haut en bas. Tout fut inutile. Le verrou était intact. La fenêtre ne pouvait s'ouvrir ni se fermer du dehors. Plus spécialement, les recherches visèrent Henriette, car malgré tout, on revenait toujours de ce côté.
On fouilla sa vie minutieusement et il fut constaté que, depuis 3 ans, elle n'était sortie que 4 fois de l'hôtel, et les 4 fois pour des courses que l'on put déterminer. En réalité, elle servait de femme de chambre et de couturière à madame de Dreux, qui se montrait à son égard d'une rigueur dont tous les domestiques témoignèrent en confidence. D'ailleurs, disait le juge d'instruction, qui au bout d'une semaine aboutit aux mêmes conclusions que le commissaire, en admettant que nous connaissions le coupable, nous n'en sommes pas là, nous n'en saurions pas davantage sur la manière dont le vol a été commis. Nous sommes barrés à droite et à gauche par 2 obstacles, une porte et une fenêtre fermées. Le mystère est double. Comment a-t-on pu s'introduire et comment, ce qui était beaucoup plus difficile, a-t-on pu s'échapper en laissant derrière soi une porte close au verrou et une fenêtre fermée? Au bout de 4 mois d'investigation, l'idée secrète du juge était celle-ci. Monsieur et madame Dreux, pressés par les besoins d'argent, avaient vendu le collier de la reine. Il classa l'affaire. Le vol du précieux bijou porta aux Dreux-Soubise un coup dont ils gardèrent longtemps la marque. Leur crédit n'étant plus soutenu par la sorte de réserve que constituait un tel trésor, ils se trouvèrent en face de créanciers plus exigeants et de prêteurs moins favorables. Ils durent couper dans le vif, aliéner, hypothéquer. Bref, c'eût été la ruine si 2 gros héritages de parents éloignés ne les avaient sauvés. Ils souffrirent aussi dans leur orgueil, comme s'ils avaient perdu un quartier de noblesse. Et, chose bizarre, ce fut à son ancienne amie de pension que la comtesse s'en prit. Elle ressentait contre elle une véritable rancune et l'accusait ouvertement. On la relégua d'abord à l'étage des domestiques, puis on la congédia, du jour au lendemain. Et la vie coula, sans événements notables. Ils voyagèrent beaucoup. Un seul fait doit être relevé au cours de cette époque. Quelques mois après le départ d'Henriette, la comtesse reçut d'elle une lettre qui la remplit d'étonnement. « Madame, je ne sais comment vous remercier, car c'est bien vous, n'est-ce pas, qui m'avez envoyé cela. Ce ne peut être que vous. Personne d'autre ne connaît ma retraite au fond de ce petit village. Si je me trompe, excusez-moi, et retenez du moins l'expression de ma reconnaissance pour vos bontés passées. » Que voulait-elle dire? Les bontés présentes ou passées de la comtesse envers elle se réduisaient à beaucoup d'injustice. Que signifiaient ces remerciements? Sommée de s'expliquer, elle répondit qu'elle avait reçu par la poste, en un pli non recommandé ni chargé, 2 billets de 1000 francs. L'enveloppe qu'elle joignait à sa réponse était timbrée de Paris et ne portait que son adresse, tracée d'une écriture visiblement déguisée. D'où provenaient ces 2000 francs? Qui les avait envoyés? La justice s'informa, mais quelle piste pouvait-on suivre parmi ces ténèbres? Et le même fait se reproduit 12 mois après, et une 3e fois, et une 4e fois, et chaque année, pendant 6 ans, avec cette différence que la 5e et la 6e année, cette somme doubla, ce qui permit à Henriette, tombée subitement malade, de se soigner comme il convenait. Autre différence, l'administration de la poste ayant saisi l'une de ces lettres sous prétexte qu'elle n'était point chargée, les 2 dernières furent envoyées selon le règlement, la première datée de Saint-Germain, l'autre de Suresnes. L'expéditeur signa d'abord Anquetil, puis Péchard. Les adresses qu'il donna étaient fausses. Au bout de 6 ans, Henriette mourut. L'énigme demeura entière. Tous ces événements sont connus du public. L'affaire fut de celles qui passionnèrent l'opinion, et c'est un destin étrange que celui de ce collier, qui après avoir bouleversé la France à la fin du XVIIIe siècle, souleva encore tant d'émotions 120 ans plus tard. Mais ce que je vais dire est ignoré de tous, sauf des principaux intéressés et de quelques personnes auxquelles le comte demanda le secret absolu. Comme il est probable qu'un jour ou l'autre elles manqueront à leurs promesses, je n'ai, moi, aucun scrupule à déchirer le voile, et l'on saura ainsi, en même temps que la clé de l'énigme, l'explication de la lettre publiée par les journaux d'avant-hier matin, lettre extraordinaire qui ajoutait encore, si c'est possible, un peu d'ombre et de mystère au drame de au mystère, aux obscurités de ce drame. Il y a 5 jours de cela, au nombre des invités qui déjeunaient chez monsieur de Dreux-Soubise, se trouvaient ses 2 nièces et sa cousine, et, comme hommes, le président d'Essaville, le député Beauchat, le chevalier Floriani, et que le comte avait connu en Sicile, et le général marquis de Rouzières, un vieux camarade de cercle. Après le repas, ces dames servirent le café, et les messieurs eurent l'autorisation d'une cigarette, à condition de ne point déserter le salon. On causa. L'une des jeunes filles s'amusa à faire des cartes et à dire la bonne aventure.
Puis on en vint à parler de crimes célèbres, et c'est à ce propos que M. de Rouzières, qui ne manquait jamais l'occasion de taquiner le comte, rappela l'aventure du collier, sujet de conversation que M. de Dreux avait en horreur. Aussitôt chacun émit son avis, chacun recommença l'instruction à sa manière, et bien entendu toutes les hypothèses se contredisaient, toutes également inadmissibles. « Et vous, monsieur, demanda la comtesse au chevalier Floriani, quelle est votre opinion ?»« Oh, moi, je n'ai pas d'opinion, madame. » On se récria. Précisément, le chevalier venait de raconter très brillamment diverses aventures auxquelles il avait été mêlé avec son père, magistrat à Palerme, et où s'était affirmé son jugement et son goût pour ces questions. « J'avoue, dit-il, qu'il m'est arrivé de réussir alors que les plus habiles avaient renoncé. Mais de là à me considérer comme un Sherlock Holmes, et puis c'est à peine si je sais de quoi il s'agit. » On se tourna vers le maître de la maison. À contre-cœur, il dut résumer les faits. Le chevalier écouta, réfléchit, posa quelques interrogations et murmura « C'est drôle, à première vue, il ne me semble pas que la chose soit si difficile à deviner. » Le comte haussa les épaules, mais les autres personnes s'empressèrent autour du chevalier, et il reprit d'un ton un peu dogmatique. En général, pour remonter à l'auteur d'un crime ou d'un vol, il faut déterminer comment ce crime ou ce vol ont été commis. Dans le cas actuel, rien de plus simple. Selon moi, car nous nous trouvons en face non pas de plusieurs hypothèses, mais d'une certitude. Une certitude unique, rigoureuse, qui s'énonce ainsi. L'individu ne pouvait entrer que par la porte de la chambre ou par la fenêtre du cabinet. Donc, on n'ouvre pas de l'extérieur une porte verrouillée. Il est entré par la fenêtre. Elle était fermée et on l'a retrouvée fermée, déclara M. de Dreux. Pour cela, continua Floriani sans relever l'interruption, il n'eut besoin que d'établir un pont, planche ou échelle entre le balcon de la cuisine et le rebord de la fenêtre. Dès que l'écrin... « Mais je vous répète que la fenêtre était fermée !» s'écria le comte avec impatience. Cette fois, Floriani dut répondre. Il le fit avec la plus grande tranquillité, en homme qu'une objection aussi insignifiante ne trouble point. « Je veux croire qu'elle l'était, mais n'y a-t-il pas un vasistas ?»« Comment le savez-vous ?»« D'abord, c'est presque une règle dans les hôtels de cette époque. Ensuite, il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque autrement le vol serait inexplicable. » En effet, il y en a un, mais il est clos comme la fenêtre. On n'y a même pas fait attention. C'est un tort, car si on y avait fait attention, on aurait vu, évidemment, qu'il avait été ouvert. Et comment ? Je suppose que, pareil à tous les autres, il s'ouvre au moyen d'un fil de fer tressé, muni d'un anneau à son extrémité inférieure. Oui. Et cet anneau pendait entre la croisée et le bahut. Oui, mais je ne comprends pas. Voici. Par une fente pratiquée dans le carreau, on a pu, à l'aide d'un instrument quelconque, mettons une baguette de fer pourvue d'un crochet, agripper l'anneau, peser dessus et ouvrir. Le comte ricana. Parfait, parfait, vous arrangez tout cela avec une aisance. Seulement, vous oubliez une chose, cher monsieur, c'est qu'il n'y a pas eu de fente pratiquée dans le carreau. Il y a eu une fente. Allons donc, on l'aurait vue. Pour voir, il faut regarder, et on n'a pas regardé. La fente existe, il est matériellement impossible qu'elle n'existe pas, le long du carreau, contre le mastic, dans le sens vertical, bien entendu. Le comte se leva. Il paraissait très surexcité. Il arpenta 2 ou 3 fois le salon, d'un pas nerveux, s'approchant de Floriani. Rien n'a changé là-haut depuis ce jour. Personne n'a mis les pieds dans ce cabinet. En ce cas, monsieur, il vous est loisible de vous assurer que mon explication concorde avec la réalité. Elle ne concorde avec aucun des faits que la justice a constatés. Vous n'avez rien vu, vous ne savez rien, et vous allez à l'encontre de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous savons. Floriani ne sembla point remarquer l'irritation du comte, et il dit en souriant. « Mon Dieu, monsieur, je tâche de voir clair, voilà tout. Si je me trompe, prouvez-moi mon erreur. » Sans plus tarder, j'avoue qu'à la longue, votre assurance... Monsieur de Dreux mâchonna encore quelques paroles, puis soudain, il se dirigea vers la porte et sortit. Pas un mot ne fut prononcé. On attendait anxieusement, comme si, vraiment, une parcelle de la vérité allait apparaître, et le silence avait une gravité extrême. Enfin, le comte apparut dans l'embrasure de la porte. Il était pâle et singulièrement agité. Il dit à ses amis d'une voix tremblante « Je vous demande pardon. Les révélations de monsieur sont si imprévues.
Je n'aurais jamais pensé. Sa femme l'interrogea avidement. « Parle, je t'en supplie, qu'y a-t-il » Il balbutia. « La fente existe, à l'endroit même indiqué le long du carreau. » Il saisit brusquement le bras du chevalier et lui dit d'un ton impérieux. « Et maintenant, monsieur, poursuivez. Je reconnais que vous avez raison jusqu'ici, mais maintenant, ce n'est pas fini. Répondez, que s'est-il passé selon vous ?» Floriani se dégagea doucement, et après un instant, il prononça. « Eh bien, selon moi, voilà ce qui s'est passé. L'individu, sachant que Madame de Dreux allait au bal avec le collier, a jeté la passerelle pendant votre absence. À travers la fenêtre, il vous a surveillé, vous a vu cacher le bijou. Dès que vous êtes parti, il a coupé la vitre et tiré l'anneau. Soit, mais la distance est trop grande pour qu'il ait pu, par le vasistas, atteindre la poignée de la fenêtre. S'il n'a pu l'ouvrir, c'est qu'il est entré par le vasistas lui-même. Impossible! Il n'y a pas d'homme assez mince pour s'introduire par là. Alors ce n'est pas un homme. Comment? Certes, si le passage est trop étroit pour un homme, il faut bien que ce soit un enfant. Un enfant? Ne m'avez-vous pas dit que votre amie Henriette avait un fils? En effet, un fils qui s'appelait Raoul. Il est infiniment probable que c'est ce Raoul qui a commis le vol. Quelle preuve en avez-vous? Quelle preuve? Il n'en manque pas de preuves. Ainsi, par exemple... Il se tut, réfléchit quelques secondes, puis il reprit. Ainsi, par exemple, cette passerelle. Il n'est pas à croire que l'enfant l'ait apportée du dehors et remportée sans que l'on s'en soit aperçu. Il a dû employer ce qui était à sa disposition. Dans le réduit où Henriette faisait sa cuisine, il y avait, n'est-ce pas, des tablettes accrochées au mur où l'on posait des casseroles. 2 tablettes, autant que je me souvienne. Il faudrait s'assurer si ces planches sont réellement fixées au tasseau de bois qui les supporte. Dans le cas contraire, nous serions autorisés à penser que l'enfant les a déclouées puis attachées l'une à l'autre. Peut-être aussi, puisqu'il y avait un fourneau, trouvera-t-on le crochet à fourneau dont il a dû se servir pour ouvrir le vasistas. Sans mot dire, le comte sortit, et cette fois les assistants ne ressentirent même point la petite anxiété de l'inconnu qu'ils avaient éprouvée la première fois. Ils savaient de façon absolue que les prévisions de Floriani étaient justes. Il émanait de cet homme une impression de certitude si rigoureuse qu'on l'écoutait non point comme s'il déduisait des faits les uns des autres, mais comme s'il racontait des événements dont il était facile de vérifier au fur et à mesure l'authenticité. Et personne ne s'étonna lorsqu'à son tour le comte déclara « C'est bien l'enfant, c'est bien lui, tout l'atteste. » « Vous avez vu les planches, le crochet ?»« J'ai vu. Les planches ont été déclouées. Le crochet est encore là. » Madame de Dreux-Soubise s'écria. « C'est lui. Vous voulez dire plutôt que c'est sa mère. Henriette est la seule coupable. Elle aura obligé son fils. » »« Non, affirma le chevalier, la mère n'y est pour rien. »« Allons donc, ils habitaient dans la même chambre. L'enfant n'aurait pu agir à l'insu d'Henriette. » Ils habitaient la même chambre, mais tout s'est passé dans la pièce voisine, la nuit, tandis que la mère dormait. « Et le collier, fit le comte, on l'aurait trouvé dans les affaires de l'enfant. »« Pardon ? Il sortait, lui. Le matin même où vous l'avez surpris devant sa table de travail, il venait de l'école, et peut-être la justice, au lieu d'épuiser ses ressources contre la mère innocente, aurait-elle été mieux inspirée de perquisitionner là-bas, dans le pupitre de l'enfant, parmi ses livres de classe. Soit, mais ces 2000 francs qu'Henriette recevait chaque année, n'est-ce pas le meilleur signe de sa complicité? Complice, vous eût-elle remercié de cet argent? Et puis, ne la surveillait-on pas? Tandis que l'enfant est libre, lui, il a toute facilité pour courir jusqu'à la ville voisine, pour s'aboucher avec un revendeur quelconque, lui céder à vil prix à 1 diamant, 2 diamants selon le cas, sous la seule condition que l'envoi d'argent sera effectué de Paris, moyennant quoi on recommencera l'année suivante. Un malaise indéfinissable oppressait les Dreux-Soubise et leurs invités. Vraiment, il y avait dans le ton, dans l'attitude de Floriani, autre chose que cette certitude qui, dès le début, avait si fort agacé le comte. Il y avait comme de l'ironie, et une ironie qui semblait plutôt hostile que sympathique et amicale, ainsi qu'il eût convenu. Le comte affecta de rire. « Tout cela est un ingénieux qui me ravit. Mes compliments. Quelle imagination brillante !»« Mais non, s'écria Floriani avec plus de gravité. Je n'imagine pas, j'évoque les circonstances qui furent inévitablement telles que je les montre. Qu'en savez-vous? Ce que vous-même m'en avez dit.
Je me représente la vie de la mère et de l'enfant, là-bas, au fond de la province, la mère qui tombe malade, les ruses et les inventions du petit pour vendre les pierreries et sauver sa mère, ou tout au moins adoucir ses derniers moments. Le mal l'emporte, elle meurt, des années passent, l'enfant grandit, il devient un homme, et alors, et pour cette fois je veux bien admettre que mon imagination se donne libre cours, supposons que cet homme éprouve le besoin de revenir dans les lieux où il a vécu son enfance, qu'il les revoie, qu'il retrouve ceux qui ont soupçonné, accusé sa mère. Pensez-vous à l'intérêt poignant d'une telle entrevue dans la vieille maison où se sont déroulées les péripéties du drame ? Ces paroles retentirent quelques secondes dans le silence inquiet, et sur le visage de monsieur et madame de Dreux se lisait un effort éperdu pour comprendre, en même temps que la peur, que l'angoisse de comprendre. Le comte murmura. « Qui êtes-vous donc, monsieur ?»« Moi ? Mais le chevalier Floriani que vous avez rencontré à Palerme et que vous avez été assez bon de convier chez vous déjà plusieurs fois. » Alors que signifie cette histoire ? Oh, mais rien du tout, c'est un simple jeu de ma part, j'essaie de me figurer la joie que le fils d'Henriette, s'il existe encore, aurait à vous dire qu'il fut le seul coupable, qu'il le fut parce que sa mère était malheureuse sur le point de perdre la place de domestique dont elle vivait, et parce que l'enfant souffrait de voir sa mère malheureuse. Il s'exprimait avec une émotion contenue, à demi levé et penché vers la comtesse. Aucun doute ne pouvait subsister, le chevalier Floriani n'était autre que le fils d'Henriette. Tout, dans son attitude, dans ses paroles, le proclamait. D'ailleurs, n'était-ce point son intention évidente, sa volonté même d'être reconnu comme tel ? Le comte hésita. Quelle conduite allait-il tenir envers l'audacieux personnage ? Sonner ? Provoquer un scandale ? Démasquer celui qui l'avait dépouillé jadis ? Mais il y avait si longtemps. Et qui voudrait admettre cette histoire absurde d'enfant coupable ? Non, il valait mieux accepter la situation en affectant de ne point saisir le véritable sens. Et le comte, s'approchant de Floriani, s'écria avec enjouement. « Très amusant, très curieux votre roman, je vous jure qu'il me passionne. Mais, suivant-vous, qu'est-il advenu, ce bon jeune homme, ce modèle des fils ? J'espère qu'il ne s'est pas arrêté en si beau chemin. » Oh, certes non. N'est-ce pas, après un tel début, prendre le collier de la reine à 6 ans, le célèbre collier que convoitait Marie-Antoinette ? Et le prendre, observa Floriani, se prêtant au jeu du comte, le prendre sans qu'il lui en coûte le moindre désagrément, sans que personne ait l'idée d'examiner l'état des carreaux ou d'aviser le rebord de la fenêtre, trop propre, ce rebord qu'il avait essuyé pour effacer ses traces de passage sur l'épaisse poussière. Avouez qu'il y avait de quoi tourner la tête d'un gamin de son âge. C'est donc si facile, il n'y a donc qu'à vouloir et tendre la main. Ma foi, il voulut. Et il tendit la main. Les 2 mains, reprit le chevalier en riant. Il eut un frisson. Quel mystère cachait la vie de ce soi-disant Floriani. Combien extraordinaire devait être l'existence de cet aventurier, voleur génial à 6 ans, et qui aujourd'hui, par un raffinement de dilettante en quête d'émotion, ou tout au plus pour satisfaire un sentiment de rancune, venait braver sa victime chez elle, audacieusement, follement, et cependant avec toute la correction d'un galant homme en visite. Il se leva et s'approcha de la comtesse pour prendre congé. Elle réprima un mouvement de recul. Il sourit. « Oh, madame, vous avez peur. Aurais-je donc poussé trop loin ma petite comédie de sorcier de salon ?» Elle se domina et répondit avec la même désinvolture un peu railleuse. « Nullement, monsieur. La légende de ce bon fils m'a au contraire fort intéressée, et je suis heureuse que mon collier ait été l'occasion d'une destinée aussi brillante. Mais ne croyez-vous pas que le fils de cette femme, de cette Henriette, obéissait surtout à sa vocation ? » Il tressaillit, sentant la pointe, et répliqua. « J'en suis persuadé, et il fallait même que cette vocation fût sérieuse pour que l'enfant ne se rebutât point. » « Et comment cela ? Mais oui, vous le savez, la plupart des pierres étaient fausses. Il n'y avait de vraies que les quelques diamants rachetés aux bijoutiers anglais, les autres ayant été vendus un à un selon les dures nécessités de la vie. » « C'était toujours le collier de la reine, monsieur, dit la comtesse avec hauteur. Et voilà, me semble-t-il, ce que le fils d'Henriette ne pouvait comprendre. Il a dû comprendre, madame, que faux ou vrai, le collier était avant tout un objet de parade, une enseigne. Monsieur de Dreux fit un geste, sa femme aussitôt le prévint. « Monsieur, dit-elle, si l'homme auquel vous faites allusion a la moindre pudeur,
Elle s'interrompit, intimidée par le calme regard de Floriani. Il répéta « Si cet homme a la moindre pudeur ?» Elle sentit qu'elle ne gagnerait rien à lui parler de la sorte, et malgré elle, malgré sa colère et son indignation, toute frémissante d'orgueil humilié, elle lui dit, presque poliment « Monsieur, la légende veut que Rétaux de Villette, quand il eut le collier de la reine entre les mains, et qu'il en eut fait sauter tous les diamants avec Jeanne de Valois, n'ait point osé toucher à la monture. Il comprit que les diamants n'étaient que l'ornement, l'accessoire, mais que la monture était l'œuvre essentielle, la création même de l'artiste, et il la respecta. Pensez-vous que cet homme ait compris également ? Je ne doute pas que la monture existe. L'enfant l'a respectée. Eh bien, monsieur, s'il vous arrive de le rencontrer, vous lui direz qu'il garde injustement une de ces reliques qui sont la propriété et la gloire de certaines familles, et qu'il a pu en arracher les pierres sans que le collier de la reine cessât d'appartenir à la maison de Dreux-Soubise, il nous appartient comme notre nom, comme notre honneur. Le chevalier répondit simplement « Je lui dirai, madame ». Il s'inclina devant elle, salua le comte, salua les uns après les autres tous les assistants, et sortit. 4 jours après, madame de Dreux trouvait sur la table de sa chambre un écrin rouge aux armes du cardinal. Elle l'ouvrit. C'était le collier en esclavage de la reine. Mais comme toutes les choses doivent, dans la vie d'un homme soucieux d'unité et de logique, concourir au même but, et qu'un peu de réclame n'est jamais nuisible, le lendemain, l'Écho de France publiait ces lignes sensationnelles. Le collier de la reine, le célèbre bijou dérobé autrefois à la famille de Dreux-Soubise, a été retrouvé par Arsène Lupin. Arsène Lupin s'est empressé de le rendre à ses légitimes propriétaires. On ne peut qu'applaudir cette attention délicate et chevaleresque. Hop, je fais juste une retouche sur le fond vert parce qu'on est entre 2 histoires et je vois que ça déconne, ça cache le dessin de derrière. Voilà. C'est bon. Et je vais mettre un peu plus fort la musique parce que je vois qu'apparemment on n'entend pas nickel. C'est bon. Chapitre 6. Le 7 de cœur. Une question se pose et elle me fut souvent posée. Comment ai-je connu Arsène Lupin ? Personne ne doute que je le connaisse. Les détails que j'accumule sur cet homme déconcertant, les faits irréfutables que j'expose, les preuves nouvelles que j'apporte, l'interprétation que je donne à certains actes dont on n'avait vu que les manifestations extérieures sans en pénétrer les raisons secrètes ni le mécanisme invisible, tout cela prouve bien, sinon une intimité que l'existence même de Lupin rendrait impossible, du moins des relations amicales et des confidences suivies. Mais comment l'ai-je connu ? D'où me vient la faveur d'être son historiographe ? Pourquoi moi et pas un autre ? La réponse est facile. Le hasard seul a présidé à un choix où mon mérite n'entre pour rien. C'est le hasard qui m'a mis sur sa route. C'est par hasard que j'ai été mêlée à l'une de ses plus étranges et de ses plus mystérieuses aventures. Par hasard enfin que je fus acteur dans un drame dont il fut le merveilleux metteur en scène. Drame obscur et complexe, hérissé de telles péripéties que j'éprouve un certain embarras au moment d'entreprendre le récit. Le premier acte se passe au cours de cette fameuse nuit du 22 au 23 juin dont on a tant parlé, et pour ma part, disons-le tout de suite, j'attribue la conduite assez anormale que je tins en l'occasion à l'état d'esprit très spécial où je me trouvais en rentrant chez moi. Nous avions dîné entre amis au restaurant de la Cascade et toute la soirée, tandis que nous fumions et que l'orchestre de tziganes jouait des valses mélancoliques, nous avions parlé que de crimes, de vols, d'intrigues effrayantes et ténébreuses. C'est toujours là une mauvaise préparation au sommeil. Les Saint-Martin s'en allèrent en automobile. Jean d'Apry, ce charmant et insouciant d'Apry qui devait 6 mois après se faire tuer de façon si tragique sur la frontière du Maroc, Jean d'Apry et moi nous revînmes à pied par la nuit obscure et chaude. Quand nous fûmes arrivés devant le petit hôtel que j'habitais depuis 1 an à Neuilly sur le boulevard Maillot, il me dit « Vous n'avez jamais peur ?»« Quelle idée !»« Dame, ce pavillon est vraiment isolé, pas de voisins, des terrains vagues. Vrai, je ne suis pas poltron et cependant... » « Eh bien, vous êtes gai, vous !»« Oh, j'ai dit cela comme je dirais autre chose. Les Saint-Martin m'ont impressionné avec leurs histoires de brigands. » M'ayant serré la main, il s'éloigna. Je pris ma clé et j'ouvris. « Allons, bon, murmurai-je, Antoine a oublié de m'allumer une bougie. » Et soudain je me rappelai, Antoine était absent, je lui avais donné congé.
Tout de suite, l'ombre et le silence me furent désagréables. Je montai jusqu'à ma chambre, à tâtons, le plus vite possible, et aussitôt, contrairement à mon habitude, je tournai la clé et poussai le verrou, puis j'allumai. La flamme de la bougie me rendit mon sang-froid. Pourtant, j'eus soin de tirer mon revolver de sa gaine, un gros revolver à longue portée que je posai à côté de mon lit. Cette précaution acheva de me rassurer. Je me couchai, et comme à l'ordinaire pour m'endormir, je pris sur la table de nuit le livre qui m'attendait chaque soir. Je fus très étonnée. À la place du coupe-papier dont je l'avais marqué la veille, se trouvait une enveloppe cachetée de 5 cachets de cire rouge. Je la saisis vivement. Elle portait comme adresse mon nom et mon prénom, accompagnée de cette mention « Urgent ». Une lettre à mon nom. Qui pouvait l'avoir mise en cet endroit ? Un peu nerveux, je déchirai l'enveloppe et je lus. À partir du moment où vous aurez ouvert cette lettre, quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez, ne bougez plus, ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri, sinon vous êtes perdu. Moi non plus, je ne suis pas un poltron, et tout aussi bien qu'un autre, je sais me tenir en face du danger réel ou sourire des périls chimériques dont s'effare notre imagination. Mais je le répète, j'étais dans une situation d'esprit anormale, plus facilement impressionnable, les nerfs à fleur de peau. Et d'ailleurs, n'y avait-il pas dans tout cela quelque chose de troublant et d'inexplicable qui eût ébranlé l'âme du plus intrépide ? Mes doigts serraient fiévreusement la feuille de papier et mes yeux relisaient sans cesse les phrases menaçantes. « Ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri, sinon vous êtes perdu. » Allons donc, pensai-je, c'est quelque plaisanterie, une farce imbécile. Je fus sur le point de rire, même je voulais rire à haute voix. Qui m'en empêcha ? Quelle crainte indécise me comprima la gorge ? Du moins, je soufflerai la bougie. Non, je ne pus la souffler. Pas un geste ou vous êtes perdu, était-il écrit. Mais pourquoi lutter contre ces sortes d'autosuggestions, plus impérieuses souvent que des faits précis ? Il n'y avait qu'à fermer les yeux. Je fermai les yeux. Au même moment, un bruit léger passait dans le silence, puis des craquements. Cela provenait, me semblait-il, d'une grande salle voisine où j'avais installé mon cabinet de travail et dont je n'étais séparée que par l'antichambre. L'approche d'un danger réel me surexcita. J'eus la sensation que j'allais me lever, saisir mon revolver, me précipiter dans la salle. Je ne me levai point. En face de moi, un des rideaux de la fenêtre de gauche avait remué. Le doute n'était pas possible. Il avait remué. Il remua encore, et je vis cela distinctement, qu'il y avait entre les rideaux et la fenêtre, dans cet espace trop étroit, une forme humaine dont l'épaisseur empêchait l'étoffe de tomber droit. Et l'être aussi me voyait. Il était certain qu'il me voyait à travers les mailles très larges de l'étoffe. Alors je compris tout, tandis que les autres emportaient leur butin. Sa mission à lui consistait à me tenir en respect. Me lever, saisir un revolver. Impossible, il était là. Au moindre geste, au moindre cri, j'étais perdu. Un coup violent secoua la maison, suivi de petits coups, groupés par 2 ou 3, comme ceux d'un marteau qui frappe sur des pointes et qui rebondit. Ou du moins voilà ce que j'imaginais dans ma confusion de mon cerveau. Et d'autres bruits s'entrecroisèrent, un véritable vacarme qui prouvait que l'on ne se gênait point, que l'on agissait en toute sécurité. On avait raison, je ne bougeais pas. Fût-ce lâcheté ? Non. Anéantissement plutôt, impuissance totale à mouvoir un seul de mes membres, sagesse également, car enfin, pourquoi lutter ? Derrière cet homme, il y en avait 10 autres qui viendraient à son appel. Allais-je risquer ma vie pour sauver quelques tapisseries et quelques bibelots ? Et toute la nuit, ce supplice dura. Supplice intolérable, angoisse terrible. Le bruit s'était interrompu, mais je ne cessais d'attendre qu'il recommençât. Et l'homme qui me surveillait, l'arme à la main. Mon regard effrayé ne le quittait pas, et mon cœur battait, de la sueur ruisselait le long de mon front et tout le long de mon corps. Et tout à coup, un bien-être inexprimable m'envahit. Une voiture de laitier dont je connaissais bien le roulement passa sur le boulevard et j'eus même l'impression que l'aube se glissait entre les persiennes closes et qu'un peu de jour dehors se mêlait à l'ombre. Et le jour pénétra dans la chambre et d'autres voitures passèrent et tous les fantômes de la nuit s'évanouirent. Alors je glissai un bras vers la table, lentement, sournoisement. En face, rien ne remua. Je marquai des yeux le pli du rideau, l'endroit précis où il fallait viser. Je fis le compte exact des mouvements que je devais effectuer, et rapidement, j'empoignai mon revolver et tirai.
Je sautai hors du lit avec un cri de délivrance. Je bondis sur le rideau. L'étoffe était percée, la vitre était percée. Quant à l'homme, je n'avais pu l'atteindre, pour cette bonne raison qu'il n'y avait personne. Personne. Ainsi toute la nuit, j'avais été hypnotisée par un pli du rideau. Et pendant ce temps, les malfaiteurs, rageusement, dans un élan que rien n'eût arrêté, je tournai la clé dans la serrure, j'ouvris ma porte, traversai l'antichambre, j'ouvris une autre porte et me ruai dans la salle. Mais une stupeur me cloua sur le seuil, haletant, abasourdi, plus étonné encore que je ne l'avais été de l'absence de l'homme. Rien n'avait disparu. Toutes les choses que je supposais enlevées, meubles, tableaux, vieux velours et vieilles soies, toutes ces choses étaient à leur place. Spectacle incompréhensible, je n'en croyais pas mes yeux. Pourtant ce vacarme, ces bruits de déménagement. Je fis le tour de la pièce, j'inspectais les murs, je dressais l'inventaire de tous ces objets que je connaissais si bien. Rien ne manquait. Et ce qui me déconcertait le plus, c'est que rien non plus ne révélait le passage des malfaiteurs. Aucun indice, pas une chaise dérangée, pas une trace de pas. Voyons, me disais-je en me prenant la tête à deux mains. Je ne suis pourtant pas un fou, j'ai bien entendu. Pouce par pouce, avec des procédés d'investigation les plus minutieux, j'examinais la salle. Ce fut en vain. Ou plutôt, mais pouvais-je considérer cela comme une découverte ? Sous un petit tapis persan, jeté sur le parquet, je ramassais une carte à jouer. C'était un set de cœur, pareil à tous les sets de cœur des jeux de cartes français, mais qui retint mon attention par un détail assez curieux. La pointe extrême de chacune des 7 marques rouges en forme de cœur était percée d'un trou. Un trou rond, régulier, qui eût pratiqué l'extrémité d'un poinçon. Voilà tout. Une carte et une lettre trouvées dans un livre. En dehors de cela, rien. Était-ce assez pour affirmer que je n'avais pas été le jouet d'un rêve ? Toute la journée, je poursuivis mes recherches dans le salon. C'était une grande pièce en disproportion avec l'exiguïté de l'hôtel et dont l'ornementation attestait le goût bizarre de celui qui l'avait conçu. Le parquet était fait d'une mosaïque de petites pierres multicolores formant de larges dessins symétriques. La même mosaïque recouvrait les murs, disposés en panneaux. Allégories pompéiennes, composition byzantine, fresques du Moyen-Âge, un Bacchus en fourchette en tonneau, un empereur couronné d'or à la barbe fleurie tenait un glaive dans sa main droite. Tout en haut, un peu à la façon d'un atelier, se découpait l'unique et vaste fenêtre. Cette fenêtre étant toujours ouverte la nuit, il était probable que les hommes avaient passé par là à l'aide d'une échelle. Mais ici encore, aucune certitude. Des montants d'échelle eussent dû laisser des traces sur le sol battu de la cour. Il n'y en avait point. L'herbe du terrain vague qui entourait l'hôtel aurait dû être fraîchement foulée. Elle ne l'était pas. J'avoue que je n'eus point l'idée de m'adresser à la police, tellement les faits qu'il m'eût fallu exposer étaient inconsistants et absurdes. On se fut moqué de moi, mais le surlendemain, c'était mon jour de chronique au Gil Blas, où j'écrivais alors, obsédée par mon aventure, je la racontais tout au long. L'article ne passa pas inaperçu, mais je vis bien qu'on ne le prenait guère au sérieux et qu'on le considérait plutôt comme une fantaisie que comme une histoire réelle. Les Saint-Martin me raillèrent. D'Apry, cependant, qui ne manquait pas une certaine compétence en ces matières, vint me voir et se fit expliquer l'affaire et l'étudia, sans plus de succès d'ailleurs. Or, un des matins suivants, le timbre de la grille résonna et Antoine vint m'avertir qu'un monsieur désirait me parler. Il n'avait pas voulu donner son nom. Je le priai de monter. C'était un homme d'une 40aine d'années, très brun, de visage énergique et dont les habits propres mais usés annonçaient un souci d'élégance qui contrastait avec ses façons plutôt vulgaires. Sans préambule, il me dit d'une voix éraillée, avec des accents qui me confirmèrent la situation sociale de l'individu. « Monsieur, en voyage dans un café, le Gil Blas m'est tombé sous les yeux, j'ai lu votre article, il m'a intéressé beaucoup. »« Je vous remercie, je suis revenu. »« Ah. Oui, pour vous parler, tous les faits que vous avez racontés sont-ils exacts ? Absolument exacts. Il n'en est pas un seul qui soit de votre invention. Pas un seul. En ce cas, j'aurais peut-être des renseignements à vous fournir. Je vous écoute ? Non. Comment non ? Avant de parler, il faut que je vérifie s'ils sont justes. Et pour les vérifier, il faut que je reste seule dans cette pièce. Je le regardais avec surprise. Je ne vois pas très bien. C'est une idée que j'ai eue en lisant votre article.
Certains détails établissent une coïncidence vraiment extraordinaire avec une autre aventure que le hasard m'a révélée. Si je me suis trompée, il est préférable que je garde le silence. Et l'unique moyen de le savoir, c'est que je reste seule. Qu'y avait-il sous cette proposition ? Plus tard, je me suis rappelé qu'en la formulant, l'homme avait un air inquiet, une expression de physionomie anxieuse. Mais sur le moment, bien qu'un peu étonnée, je ne trouvais rien de particulièrement anormal à sa demande. Et puis, une telle curiosité me stimulait. Je répondis. « Soit, combien vous faut-il de temps ? » ?»« Oh, 3 minutes, pas davantage. D'ici 3 minutes, je vous rejoindrai. » Je sortis de la pièce. En bas, je tirai ma montre. 1 minute s'écoula. 2 minutes. Pourquoi donc me sentais-je oppressée ? Pourquoi ces instants me paraissaient-ils plus solennels que d'autres ? 2 minutes et demie, 2 minutes 3/4, et soudain un coup de feu retentit. En quelques enjambées, j'escaladai les marches et j'entrai. Un cri d'horreur m'échappa. Au milieu de la salle, l'homme gisait, immobile, couché sur le côté gauche, du sang coulait de son crâne, mêlé à des débris de cervelle, près de son poing, un revolver tout fumant. Une convulsion l'agita, et ce fut tout. Mais plus encore que le spectacle effroyable, quelque chose me frappa, quelque chose qui fit que je n'appelai pas au secours tout de suite, et que je ne me jetai point à genoux pour voir si l'homme respirait. À 2 pas de lui, par terre, il y avait un 7 de cœur. Je le ramassai. Les 7 extrémités des 7 marques rouges étaient percées d'un trou. Une demi-heure après, le commissaire de police de Neuilly arrivait, puis le médecin légiste, puis le chef de la sûreté, M. Dudouis. Je m'étais bien gardé de toucher au cadavre. Rien ne put fausser les premières constatations. Elles furent brèves, d'autant plus brèves que, tout d'abord, on ne découvrit rien ou peu de choses. Dans les poches du mort, aucun papier, sur ses vêtements, aucun nom, sur son linge, aucune initiale, somme tous, pas un indice capable d'établir son identité, et dans la salle, le même ordre qu'auparavant. Les meubles n'avaient pas été dérangés, et les objets avaient gardé leur ancienne position. Pourtant, cet homme n'était pas venu chez moi dans l'unique intention de se tuer, et parce qu'il jugeait que mon domicile convenait mieux que tout autre à son suicide. Il fallait qu'un motif lui déterminait à cet acte de désespoir, et ce motif lui-même résulta d'un fait nouveau, constaté par lui au cours des 3 minutes qu'il avait passées seul. Quelle fête! Qu'avait-il vu? Qu'avait-il surpris? Quel secret épouvantable avait-il pénétré? Aucune supposition n'était permise. Mais au dernier moment, un incident se produisit qui nous parut d'un intérêt considérable. Comme 2 agents se baissaient pour soulever le cadavre et l'emporter sur un brancard, ils s'aperçurent que la main gauche, fermée jusqu'alors et crispée, s'était détendue et qu'une carte de visite toute froissée s'en échappait. Cette carte portait « Georges Andermatt, 37, rue de Berry ». Qu'est-ce que cela signifiait ? Georges Andermatt était un gros banquier de Paris, fondateur et président de ce comptoir des métaux qui a donné une telle impulsion aux industries métallurgiques de France. Il menait grand train, possédant des make-coach, automobiles, écuries de course. Les réunions étaient très suivies et l'on citait Madame Andermatt pour sa grâce et sa beauté. Serait-ce le nom du mort ? Murmurai-je. Le chef de la sûreté se pencha. Ce n'est pas lui. Monsieur Andermatt est un homme pâle et un peu grisonnant. Mais alors pourquoi cette carte ? Vous avez le téléphone, monsieur ? Oui, dans le vestibule, si vous voulez bien m'accompagner. Il chercha dans l'annuaire, demanda le 415-21. Monsieur Andermatt est-il chez lui ? Veuillez lui dire que monsieur Dudouis le prie de venir en toute hâte au 102 du boulevard Maillot. C'est urgent. 20 minutes plus tard, monsieur Andermatt descendait de son automobile. On lui exposa les raisons qui nécessitaient son intervention, puis on le mena devant le cadavre. Il eut une seconde d'émotion qui contracta son visage et prononça à voix basse, comme s'il parlait malgré lui, « Étienne Varin. » « Vous le connaissez ? » ?»« Non, ou du moins oui, mais de vue seulement. Son frère... » »« Il a un frère ? » ?»« Oui, Alfred Varin. Son frère est venu autrefois me solliciter. Je ne sais plus à quel propos. Où demeure-t-il ? Les 2 frères demeuraient ensemble, rue de Provence, je crois. Et vous ne soupçonnez pas la raison pour laquelle celui-ci s'est tué ? Nullement. Cependant, cette carte qu'il tenait dans la main, votre carte avec votre adresse, je n'y comprends rien. Ce n'est là évidemment qu'un hasard que l'instruction nous expliquera. Un hasard en tout cas bien curieux, pensai-je, et je sentis que nous éprouvions tous la même impression.
Cette impression, je la retrouvais dans les journaux du lendemain et chez tous ceux de mes amis avec qui je m'entretins de l'aventure. Au milieu des mystères qui la compliquaient, après la double découverte si déconcertante de ce 7 de cœur, 7 fois percé, d'après les 2 événements aussi énigmatiques l'un que l'autre, dont la demeure avait été le théâtre, cette carte de visite semblait enfin promettre un peu de lumière. Par elle, on arriverait à la vérité. Mais contrairement aux prévisions, M. Andermatt ne fournit aucune explication. J'ai dit ce que je savais, répétait-il. Que veut-on de plus? Je suis le premier stupéfait que cette carte ait été trouvée là, et j'attends comme tout le monde que ce point soit éclairci. Il ne le fut pas. L'enquête établit que les frères Varin, suisses d'origine, avaient mené sous des noms différents une vie fort mouvementée, fréquentaient des tripots, relations avec toute une bande d'étrangers dont la police s'occupait et qui s'étaient dispersés après une série de cambriolages auxquels leur participation ne fut établie que par la suite. Au numéro 24 de la rue de Provence, où les frères Varin avaient en effet habité 6 ans auparavant, on ignorait ce qu'ils étaient devenus. Je confesse que, pour ma part, cette affaire me semblait si embrouillée que je ne croyais guère à la possibilité d'une solution et que je m'efforçais de ne plus y songer. Mais Jean d'apprit, au contraire, que je vis beaucoup à cette époque, se passionnait chaque jour davantage. Ce fut lui qui me signala cet écho d'un journal étranger que toute la presse reproduisait et commentait. On va procéder en présence de l'empereur et dans un lieu que l'on tiendra secret jusqu'à la dernière minute aux premiers essais d'un sous-marin qui doit révolutionner les conditions futures de la guerre navale. Une indiscrétion nous en a révélé le nom, le 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'était là une rencontre fortuite? Ou bien devait-on établir un lien entre le nom de ce sous-marin et les incidents dont nous avons parlé? Mais un lien de quelle nature? Ce qui se passait ici ne pouvait aucunement se relier à ce qui se passait là-bas. Qu'en savez-vous, me disait Dappry, les effets les plus disparates proviennent souvent d'une cause unique. Le surlendemain, un autre écho nous arrivait. On prétend que les plans du 7 de cœur, le sous-marin dont les expériences vont avoir lieu incessamment, ont été exécutés par des ingénieurs français. Ces ingénieurs ayant sollicité en vain l'appui de leurs compatriotes se seraient adressés ensuite, sans plus de succès, à l'amirauté anglaise. Nous donnons ces nouvelles sous toute réserve. Je n'ose pas insister sur les faits de nature extrêmement délicate et qui provoquèrent, on s'en souvient, une émotion si considérable. Cependant, puisque tout danger de complication est écarté, il me faut bien parler de l'article de l'Écho de France, qui fit alors grand bruit et qui jeta sur l'affaire du 7 de cœur, comme on l'appelait, quelques clartés confuses. Voici tel qu'il apparut sous la signature Salvator. L'affaire du 7 de cœur, un coin du voile soulevé. Nous serons brefs. Il y a 10 ans, un jeune ingénieur des mines, Louis Lacombe, désireux de consacrer son temps et sa fortune aux études qu'il poursuivait, donna sa démission et loua au numéro 102 boulevard Maillot un petit hôtel qu'un comte italien avait fait récemment construire et décorer. Par l'intermédiaire de 2 individus, les frères Varin de Lausanne, dont l'un assistait dans ses expériences comme préparateur et l'autre lui cherchait des commanditaires, il entra en relation avec M. Georges Andermatt, qui venait de fonder le comptoir des métaux. Après plusieurs entrevues, il parvint à l'intéresser à un des projets de sous-marin auxquels il travaillait, et il fut entendu que, dès la mise au point définitive de l'invention, M. Andermatt userait de son influence pour obtenir du ministère de la Marine une série d'essais. Durant 2 années, Louis Lacombe fréquenta assidûment l'hôtel Andermatt et soumit au banquier les perfectionnements qu'il apportait à son projet, jusqu'au jour où, satisfait lui-même de son travail et ayant trouvé la formule définitive qu'il cherchait, il pria M. Andermatt de se mettre en campagne. Ce jour-là, Louis Lacombe dîna chez les Andermatt. Il s'en alla le soir, vers 11h30. Depuis, on ne l'a plus revu. En relisant les journaux de l'époque, on verrait que la famille du jeune homme saisit la justice, que le parquet s'en inquiéta, mais on n'aboutit à aucune certitude et généralement il fut admis que Louis Lacombe, qui passait pour un garçon original et fantasque, était parti en voyage sans prévenir personne. Acceptons cette hypothèse invraisemblable, mais une question se pose, capitale pour notre pays. Que sont devenus les plans du sous-marin? Louis Lacombe les a-t-il emportés? Sont-ils détruits? De l'enquête très sérieuse à laquelle nous nous sommes livrés, il résulte que ces plans existent. Les frères Varin les ont eus entre les mains. Comment?
Nous n'avons pas encore pu l'établir, de même que nous ne savons pas pourquoi ils n'ont pas essayé plus tôt de les vendre. Craignaient-ils qu'on ne leur demandât comment ils les avaient en leur possession ? En tout cas, cette crainte n'a pas persisté, et nous pouvons en toute certitude affirmer ceci. Les plans de Louis Lacombe sont la propriété d'une puissance étrangère et nous sommes en mesure de publier la correspondance échangée à ce propos entre les frères Varin et le représentant de cette puissance. Actuellement, le 7 de cœur, imaginé par Louis Lacombe, est réalisé par nos voisins. La réalité répondra-t-elle aux prévisions optimistes de ceux qui ont révélé cette trahison, qui ont été mêlés ? Nous avons, pour espérer le contraire, des raisons que l'événement, nous voudrions le croire, ne trompera point. Et un post-scriptum ajoutait « Dernière heure, nous espérions à juste titre. Nos informations particulières nous permettent d'annoncer que les essais du 7 de cœur n'ont pas été satisfaisants. Il est assez probable qu'au plan livré par les frères Varin, il manquait le dernier document apporté par Louis Lacombe à M. Andermatt le soir de sa disparition. Document indispensable à la compréhension totale du projet, sorte de résumé où l'on retrouve les conclusions définitives, les évaluations et les mesures contenues dans les autres papiers. Sans ce document, les plans sont imparfaits, de même que sans les plans, le document est inutile. Donc, il est encore temps d'agir et de reprendre ce qui nous appartient. Pour cette besogne fort difficile, nous comptons beaucoup sur l'assistance de M. Andermatt. Il aura à cœur d'expliquer la conduite inexplicable qu'il a tenue depuis le début. Il dira non seulement pourquoi il n'a pas raconté ce qu'il savait au moment du suicide d'Étienne Varin, mais aussi pourquoi il n'a jamais révélé la disparition des papiers dont il avait connaissance. Il dira pourquoi, depuis 6 ans, il fait surveiller les frères Varin par des agents à sa solde. Nous attendons de lui non point des paroles, mais des actes. Sinon... La menace était brutale, mais en quoi consistait-elle ? Quel moyen d'intimidation Salvatore, l'auteur anonyme de l'article, possédait-il sur Andermatt ? Une nuée de reporters assaillit le banquier, et 10 interviews exprimèrent le dédain avec lequel il répondit à cette mise en demeure, sur quoi les correspondants de l'Écho de France riposta par ces 3 lignes. Que M. Andermatt le veuille ou non, il est dès à présent notre collaborateur dans l'œuvre que nous entreprenons. Le jour où parut cette réplique, D'Après et moi, nous dînâmes ensemble. Le soir, les journaux étalés sur ma table, nous discutions de l'affaire et examinions sous toutes ses faces, avec cette irritation que l'on éprouverait à marcher indéfiniment dans l'ombre et à toujours se heurter aux mêmes obstacles. Soudain, sans que mon domestique m'eût averti, sans que le timbre eût résonné, la porte s'ouvrit et une dame entra, couverte d'un voile épais. Je me levai aussitôt et m'avançai. Elle me dit « C'est vous, monsieur, qui demeurez ici ?» ?»« Oui, madame, mais je vous avoue, la grille sur le boulevard n'était pas fermée, expliqua-t-elle. Mais la porte du vestibule. » Elle ne répondit pas et je songeais qu'elle avait dû faire le tour par l'escalier de service. Connaissait-elle donc le chemin ? Il y eut un silence un peu embarrassé. Elle regarda D'Après. Malgré moi, comme j'eusse fait dans un salon, je le présentai. Puis la priai de s'asseoir et de m'exposer le but de sa visite. Elle enleva le voile et je vis qu'elle était brune, de visage régulier et sinon très belle, du moins d'un charme infini qui provenait des yeux surtout, des yeux graves et douloureux. Elle dit simplement « Je suis Madame Andermatt. »« Madame Andermatt » répétai-je de plus en plus étonnée. Un nouveau silence, et elle reprit d'une voix calme et de l'air le plus tranquille. « Je viens au sujet de cette affaire que vous savez. J'ai pensé que je pourrais peut-être avoir auprès de vous quelques renseignements. »« Mon Dieu, madame, je n'en connais pas plus que ce qu'en ont dit les journaux. Veuillez préciser en quoi je puis vous être utile. »« Je ne sais pas, je ne sais pas. » Seulement alors, j'eus l'intuition que son calme était factice, que sous cet air de sécurité parfaite se cachait un grand trouble, et nous nous tûmes, aussi gênés l'un que l'autre. Mais D'Après, qui n'avait pas cessé de l'observer, s'approcha et lui dit « Voulez-vous me permettre, madame, de vous poser quelques questions ?»« Oh oui, s'écria-t-elle, comme cela je parlerai. »« Vous parlerez, quelles que soient les questions ?»« Quelles qu'elles soient. » Il réfléchit et prononça « Vous connaissez Louis Lacombe ?»« Oui, par mon mari. »« Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?»« Le soir où il a dîné chez nous. »« Ce soir-là, rien n'a pu donner à penser que vous ne le verriez plus. »« Non, il a bien fait allusion à un voyage en Russie, mais si vaguement. »« Vous comptiez donc le revoir ?»« Le surlendemain, à dîner. »« Et comment expliquez-vous cette disparition ?»« Je ne l'explique pas. »« Et M. Andermatt ?»« Je l'ignore. »
Cependant, ne m'interrogez pas là-dessus. L'article de l'Écho de France semble dire... Ce qu'il semble dire, c'est que les frères Varin ne sont pas étrangers à cette disparition. Est-ce votre avis? Oui. Sur quoi repose votre conviction? En nous quittant, Louis Lacombe portait une serviette qui contenait tous les papiers relatifs à son projet. 2 jours après, il y a eu entre mon mari et l'un des frères Varin, celui qui vit, une entrevue au cours de laquelle mon mari acquérait la preuve que ces papiers étaient aux mains des 2 frères. Et il ne les a pas dénoncés. Non. Pourquoi? Parce que dans la serviette se trouvait autre chose que les papiers de Louis Lacombe. Quoi? Elle hésita, fut sur le point de répondre, puis finalement garda le silence. Dapri continua. Voilà donc la cause pour laquelle votre mari, sans avertir la police, faisait surveiller les 2 frères. Il espérait à la fois reprendre ses papiers et cette chose compromettante, grâce à laquelle les 2 frères exerçaient sur lui une sorte de chantage. Sur lui et sur moi. Ah, sur vous aussi. Sur moi principalement. Et je vais m'arrêter là.